On va démarrer cet atelier, ce premier atelier de Néo-Business 2022 que je suis ravie d'animer. Je suis Isabelle Frison, je suis la directrice du pôle filière d'ADI. Et donc cet atelier sera consacré au centre technique, au centre de transfert, pardon, je vais me faire taper sur les doigts par Véronique et Hélène. Donc les centres de transfert régionaux qui peuvent être, vous allez le voir, de formidables accélérateurs des transitions en région. On va démarrer cet atelier par une prise de parole d'Hélène Boisserie et de Véronique Mosen de la direction de l'enseignement supérieur, de la recherche et du transfert de technologie de la région Nouvelle-Aquitaine. Vous allez nous parler de la stratégie régionale de transfert technologique. On ne va pas rappeler tout ce qui a été dit précédemment dans le cadre de la présentation de la politique régionale, des grands enjeux aujourd'hui adressés par la région Nouvelle-Aquitaine au bénéfice de ses ressortissants, de ses acteurs. Alignés avec ces enjeux de transition actuels et ces grands défis, la région accompagne la recherche et l'innovation en lien avec ces sujets-là. Et pour le coup, avec 4 grandes priorités qui sont bien sûr, et on le retrouve, on l'a dit dans la feuille de route Néo-Terrain, d'adresser les grandes transitions énergétiques, écologiques et numériques et sociales, réindustrialiser le territoire, relocaliser les activités de production, prendre soin de la nature et de l'homme dans son environnement. Donc, d'où la notion d'une seule santé, qui est également une grande priorité sur notre territoire, et donner un avenir aux jeunes de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, à partir de ces grands enjeux prioritaires, la région priorise son soutien à la recherche académique et au transfert technologique et méthodologique qui consiste à faire monter en maturité des résultats de recherche pour les rendre accessibles aux acteurs socio-économiques du territoire, aux entreprises et notamment aux PME, dans le but d'améliorer la qualité de vie au sens large, mais également de faire monter en puissance la compétitivité de nos entreprises et notamment de nos PME. Et pour accompagner cette phase de transfert, nous avons sur le territoire un ensemble d'acteurs dont c'est le métier, ce sont les centres de transfert. On est une région particulièrement riche puisqu'on a environ 1500 personnes au service du transfert technologique et méthodologique. Voilà. Bonjour à tous. Effectivement, donc parmi, comme le disait Hélène, les acteurs du transfert de technologie, nous avons sur notre territoire les 38 centres de transfert que vous voyez dans le rond, qui constituent vraiment une force pour l'innovation des entreprises. Qui vous permettent à vous, entreprises, de lever des verrous technologiques, méthodologiques, pour que vous puissiez mener à bien vos projets d'innovation. Ces centres de transfert représentent en cumulé 1400 personnes, avec un budget de 120 millions d'euros et différentes sources de financement, qu'elles soient privées ou publiques ou précompétitives. Et ces 38 centres de transfert ont des complémentarités et adressent les grands enjeux que vous voyez dans les flèches, hein, qui ont été déjà rappelés par Andrea Brouille tout à l'heure, que ce soit la transition énergétique, numérique, la durabilité des ressources, la santé, silver economy, l'innovation sociale. Voilà, c'est vraiment des acteurs qui constituent une force dans l'innovation et qui sont au service des entreprises dans leurs projets d'innovation.
Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, vous l'avez compris, pour ceux qui peut-être qui les connaissent pas encore ou qui n'ont, voilà, s'il y a des entreprises dans la salle qui n'ont jamais collaboré avec des centres de technique. Donc, ces structures, elles ont pour mission d'exploiter la science, hein, Hélène l'a dit, et la technologie au service de l'innovation dans des domaines spécifiques. Vous voyez du coup sur cette diapo une grande diversité et en effet une grande complémentarité de domaines. Et donc ces structures ont des activités de recherche qui sont très, très appliquées, d'aide technique, de formation et de diffusion. Donc on va vous présenter là, deux projets qui nous ont semblé illustratifs de coopération et de, voilà, entre centres techniques, mais aussi entre centres techniques et entreprises. Et des deux exemples qui nous semblent extrêmement intéressants par rapport à l'aide que ces centres de transfert ont apporté dans le sujet justement des transitions environnementales. Donc je vais appeler à nous rejoindre certains des partenaires du projet Argus, s'il vous plaît. Alors, je vais laisser la parole à Christophe Ginet, qui est du FCBA, voilà, du Centre technique FCBA, Centre technique du bois. Bonjour à tous, merci. Qui est le coordinateur du projet, pardon. Quelques mots d'introduction sur le projet Argus. Le projet Argus, c'est tout d'abord une belle aventure. Une belle aventure entre, tout d'abord, trois centres de transfert de Nouvelle-Aquitaine, spécialisés sur les filières de production arboricole, que ce soit forestière ou fruitière. Donc il y a tout d'abord FCBA pour le pin maritime, Invenio pour la châtaigne et puis l'ANPN pour la production de noisettes. C'est aussi deux structures spécialisées sur les sciences et les sciences de l'informatique et des nouvelles technologies. Et donc il y a un laboratoire qui est le Labri et un centre de transfert qui est le CATI. Et enfin, un opérateur privé, expert sur les problématiques de drones et de capteurs embarqués. Donc on a un consortium qui est très complémentaire au niveau des compétences, qui permet une mutualisation des moyens et une optimisation des développements qui sont réalisés. Et très concrètement, le projet Argus consiste à utiliser des technologies mobiles pour collecter de l'information sur le terrain, les traiter de la manière la plus informatisée possible au moyen d'algorithmes et les restituer pour les exploiter au niveau des filières de production afin de mieux prévoir, mieux anticiper les productions de ces trois filières. Alors je vais laisser la parole maintenant à Jérôme Chevalier de Skybirdview qui va parler de son rôle dans le projet. Merci Christophe. Bonjour mesdames, messieurs. Donc je m'appelle Jérôme Chevalier, je suis le responsable, on va dire, des opérations. Je vais changer de micro. Voilà, ça devrait être un peu mieux. Donc Jérôme Chevalier, responsable des opérations chez Skybirdview. Skybirdview, c'est une société qui est implantée à Libourne, principalement orientée sur la captation de données par drone, mais pas que, puisqu'on est aussi sur d'autres vecteurs aériens, qu'ils soient habités ou non habités, notamment par hélicoptère. Donc on a été amené à nous rapprocher justement de ce consortium qui nous a permis de tester plusieurs essais de captation au-dessus du pin maritime pour aller chercher ce qu'on nous avait demandé d'aller capter avec les deux laboratoires Labri et CATI et forcément FCBA et aussi sur les filières de la châtaigne et de la noisette. Voilà. Donc là, principalement de l'utilisation de drones pour aller chercher différentes images, que ce soit on va dire dans le spectre visible, donc de la photographie, ou le spectre invisible, tout ce qui est nuages de points, tout ce qui est, on va dire, à base de laser, pour aller chercher justement quelques détails sur ces différents vergers.
Bonjour. Donc effectivement, je vais représenter un peu le travail du CATI et de Alexis, l'héritier qui est dans la salle et qui travaille en tant qu'ingénieur sur ce projet. Donc pour notre part, on a été sollicité pour travailler sur l'aspect deep learning, tout ce qui va être détecter en fait les fleurs, détecter les fruits sur les images donc obtenues à partir des drones. Et pour ça, il y a tout un tas de difficultés un petit peu techniques, d'où l'appel à un laboratoire de recherche pour le coup. Toutes ces difficultés-là vont faire que l'on va essayer de s'approcher de méthodes d'intelligence artificielle pour arriver à compter, à détecter et à compter en fait les fleurs et les fruits sur les images issues de drones. Donc ça, c'est pour la partie imagerie visible et potentiellement infrarouge aussi, qui peuvent donner des informations supplémentaires. Et donc, il va falloir aussi fusionner ces données-là pour en tirer une quantification sur les images. Et là, je vais laisser la parole peut-être à Nicolas Philippe pour la partie plutôt nuage de points. Merci. Bonjour à tous. Donc, le CATI, qui est un centre de transfert sur le numérique, travaille dans ce projet sur la partie nuage de points. Donc les nuages de points sont une image 3D acquise par laser ou lidar encore. Et donc comme on le voit sur l'image là, la deuxième image, un relevé lidar, c'est en fait voilà, une image d'un arbre ou plus largement d'un verger. Et donc là, l'objet des travaux cherche à optimiser le comptage d'arbres, de hauteur de branches, de taille d'arbres, enfin un ensemble de mesures dendométriques ou numériques pour être capable de mieux comprendre et d'optimiser le verger. Et la dernière tâche du projet consiste de réaliser de la pollinisation assistée. Alors c'est essentiellement sur le pin maritime, même si ça intéresse aussi les autres filières. Et donc là, l'idée est d'utiliser la technologie des drones pour amener un pollen à valeur ajoutée et éviter aussi de gaspiller trop de pollen dans l'opération. Oui, on a une petite vidéo qui illustre la collecte de données. Alors, je ne sais pas si moi je peux passer. Merci à vous. Donc on voit comment finalement différents centres techniques, un labo de recherche, une entreprise se sont mis au service de la connaissance en fait, hein, pour toute une filière, enfin plusieurs filières. Donc ce projet, peut-être nous dire, il a démarré depuis combien de temps? Alors le projet, il a démarré en tout début d'année. Et l'historique peut-être un petit peu du montage ou pas tout? Peut-être on le verra après pendant la table ronde, mais nous dire peut-être, voilà, il a démarré depuis il a démarré peu de temps. depuis janvier, le temps de réaliser le conventionnement et puis l'accord de consortium du démarrage, etc. Et il va durer combien de temps? Il va durer 3 ans. 3 ans, voilà. D'accord. Très bien. Je vous remercie. Vous reviendrez sur scène après pour la partie table ronde. On va passer à la présentation d'un deuxième projet, qui est le projet Bagan.
entreprises, Arkema, Fiber Profils, Somocap, et puis trois centres techniques, donc Canoë, Nobatec, Inef4 et Technalia. Je vous laisse la parole. Alors, bonjour Christophe à tous. Canto. Merci. Merci pour l'invitation de venir vous parler de ce projet qui a démarré il y a à peu près une année maintenant, qui vise le développement d'armatures composites thermoplastiques. Donc aujourd'hui, pour la plupart, vous savez comment on fait du béton armé, on met une armature métallique, on met ça avec du béton, derrière on fait des poutres, des éléments. Il existe aussi des composites thermodurs qui sont fournis par différents industriels qui ont du mal à se déployer en France. Nous, notre originalité était de venir travailler avec des résines thermoplastiques pour amener principalement l'avantage de recyclabilité derrière de l'armature. Donc pourquoi ? Le domaine de la construction, vous le savez, est générateur de beaucoup de déchets, utilise beaucoup d'énergie, donc on essaye de s'améliorer sur cet objectif d'impact environnemental à travers des ciments bas carbone, à travers des granulats recyclés. Je pense qu'on peut le faire aussi à travers des armatures qu'on recyclerait plus facilement. L'autre enjeu à travers l'utilisation des composites, c'est d'amener de la légèreté. Légèreté veut dire aussi jouer un rôle important vis-à-vis de nos compagnons ouvriers sur la pénibilité, les éléments qu'on va transporter, voir le design des solutions, puisqu'on peut, je pense, imaginer qu'avec ce type de produit, nos poutres seront peut-être faites différemment, avec les mêmes capacités techniques. Voilà pour planter le décor. Ensuite, développer ce type de produit, on part de pas grand-chose au départ. Donc, il y a plusieurs verrous qui sont à lever. D'où l'intérêt d'avoir des centres technologiques autour de la table pour lever ces verrous. Nous, on est plutôt un acteur centre technique application, on va dire, donc bâtiment. On a la chance d'avoir Technalia et Canoë pour traiter des aspects plus matériaux. Et enfin, donc, des entreprises qui vont représenter un peu toute la chaîne, entre guillemets, de commercialisation ou d'industrialisation du produit. Donc avec notamment Somocap, qui est ici aujourd'hui et qui pourra ensuite parler plus précisément de son rôle, mais également Arkema qui va fournir la résine, et Fiber Profil qui est un pultrudeur côté basque espagnol. Donc c'est un projet qui est de l'ordre de 900 kg €, si je ne dis pas de bêtises, avec une subvention de 450. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Je parle juste des verrous rapidement. La première, c'est on pultrude, on a un lisse, donc derrière il faut gérer l'adhésion avec le béton, donc il y a un travail sur le façonnage des armatures. Le second, c'est de pouvoir cintrer ces armatures, parce que je ne l'ai pas évoqué, mais le fait de travailler en thermoplastique par rapport à un thermodur, on sous-entend qu'on pourrait éventuellement derrière cintrer soit en atelier, soit sur chantier, un peu comme on le fait avec des barres métalliques aujourd'hui. Et enfin, il y avait la liaison entre les armatures, la soudabilité, pourquoi pas, des armatures, qui est à traiter, et pour lequel, là aussi, la complémentarité centre technique et entreprise est très pertinente. Je passe la main à Somocap qui va pouvoir nous dire un petit peu pourquoi il est avec nous en fait aujourd'hui. Donc, bonjour à tous, je suis Jonathan Poineau, responsable R&D de Somocap. Donc, nous intervenons sur la fabrication et la transformation des matériaux. Donc, sur ce projet-là, nous sommes impliqués dans le cintrage et la texturation des barres en thermoplastique. Et donc pour Somocap, du coup, c'est un projet très intéressant pour la partie R&D, car nous sommes une petite PME du Pays Basque de 50 personnes et ça nous permet de développer des sujets qu'on n'aurait pas pensé développer par ailleurs. Donc cette collaboration avec les centres technologiques est très très intéressante pour nous. Monsieur Perrol, oui. Peut-être que vous expliquez aussi, vous, votre rôle dans le projet ? Très bien. Donc, bonjour à tous, Guillaume Perrol de Technalia, donc un des centres technologiques qui participent à ce consortium. Nous, de notre côté, on est plutôt orienté sur les activités en lien avec le process de transformation et d'industrialisation de ces barres en thermoplastique, au niveau de la pultrusion avec le partenaire Fiber Profil et au niveau des développements de solutions technologiques innovantes
pour le cintrage et pour améliorer l'adhésion entre les barres et le béton, donc notamment avec Somocap. Et d'ailleurs, c'est les verrous technologiques sur lesquels on met vraiment en valeur la complémentarité entre les différents partenaires du projet, puisque par exemple, hein, pour prendre un exemple qui nous a donné des difficultés pour aboutir à une solution satisfaisante, hein, c'est améliorer l'adhésion entre les barres thermoplastiques et le béton. On a décidé de mener en parallèle 4 alternatives de technologies différentes, 2 qui sont basées sur des compétences de background et de connaissances préalables de Tecnalia, et 2 autres qui sont très orientées et basées sur les compétences préalables de Canoë, et l'ensemble que l'on va industrialiser conjointement avec Somocap. Donc c'est un des verrous technologiques du projet qui illustre très bien la complémentarité entre les différents partenaires. Merci Guillaume. Bonjour, Christophe Magro, plateforme Canoë, je suis le directeur. Donc comme l'a dit Guillaume, Canoë intervient aussi sur le développement matériaux procédés du pultrudé, fibre de verre, résine thermoplastique, sur donc des voies parallèles ou alternatives à celles développées par Tecnalia. Et ça, c'est un point important aussi que je souhaiterais lever dans le cadre de cette présentation, c'est la complémentarité. Nous, on la voit aussi comme une émulation entre nos structures respectives, Tecnalia et Canoë. Donc, on se positionne absolument pas comme des concurrents, mais plutôt comme des partenaires associés pour développer ensemble des technologies qui peuvent être d'ailleurs hybridées entre celles développées par Tecnalia sur l'adhésion entre le composite et le béton. Canoë aussi développe pour le pultrudé la formulation en partenariat avec le groupe Arkema sur la résine thermoplastique acrylique. C'est une résine thermoplastique, donc elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, cintrable pour faire des formes complexes et aussi recyclable. Donc c'est le dernier aspect que je voulais mentionner, c'est la recyclabilité de la structure béton pultrudé verre acrylique. On va y travailler aussi. Donc le pultrudé en soi est totalement recyclable, lui. L'enjeu, bien sûr, le verrou du projet, c'est le recyclage de l'ensemble, l'association béton pultrudé. Qui est comprise, j'imagine, cette étude dans le projet dans aussi. Le projet, voilà. Très bien. Merci beaucoup. On va peut-être... oui, vous pouvez les applaudir. Restez là. Alors, je vais me lever parce que ça fera une place de plus. On va passer à la partie table ronde. Donc, je vais rappeler les participants du projet Argus sur l'estrade. Alors, je pense qu'on sera l'atelier où il y aura le plus de personnes sur l'estrade des 2 jours de Néo-Business. Moi, je reste debout. Alors, la première question que j'ai envie de vous poser, alors peut-être une personne par projet pourra y répondre, mais quel a été comment ça a démarré en fait? On voit bien que voilà, il y a beaucoup d'acteurs autour de ces projets, donc c'est des vrais projets collaboratifs. Et moi, je me demandais quelle a été la genèse de chacun de ces projets. Ça a démarré par où en fait? Est-ce que c'est les entreprises qui sont venues vous voir, vous, les centres de transfert, ou est-ce que ce sont plutôt des idées qui étaient dans les centres de transfert, ou là on le voit pour une interprofession et ils sont venus vous voir? Enfin voilà, comment ça a démarré? Je commence alors avec le projet Argus. C'est parti. Alors la démarche a été assez progressive. Il y a eu tout d'abord une relation entre FCBA et Skyberview, parce que FCBA avait besoin de données drones.
Et de cette relation a émergé l'idée de construire un projet un petit peu plus ambitieux, structuré. Et donc, la région nous a orientés sur un appel à projet interfilière. Et ensuite, on a actionné, on va dire, nos connaissances avec un élément un peu facilitateur, c'est qu'il y a eu un mouvement de personnel un petit peu entre les trois centres de transfert, hein, FCBA, Invenio, ANPN, ce qui a facilité la prise de contact entre ces différentes structures. Et on a exposé aux 2 autres centres de transfert notre problématique. Et en fait, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes besoins, les mêmes problématiques, avec des contextes différents, avec des degrés de maturité différents, mais ils avaient besoin des mêmes solutions à développer. On est donc, Skyberview avait déjà travaillé avec le Labri, et ensuite, le deuxième élément facilitateur, ça a été la région qui nous a mis en contact avec le CATI, qu'on ne connaissait pas personnellement. Et donc, ça nous a permis de compléter le consortium et de répondre à toutes les compétences qui étaient nécessaires. Voilà. D'accord. Oui, parce que on peut presque être étonné, enfin en tout cas moi j'ai été étonnée quand j'ai découvert ces projets-là. Il y a des centres de transfert d'horizons très différents qui sont mis autour d'une idée et d'un projet. Et c'est vrai que voilà, on peut se demander comment ça se fait, parce que j'imagine que vous ne vous croisez pas forcément au quotidien, vous êtes dans des champs d'activité très différents. Donc voilà, peut-être merci. En tout cas, déjà, on comprend mieux pour le projet Argus. Pour le projet Bagan, comment ça s'est fait? Alors, on va dire, c'est parti avec... il y a eu plusieurs feux allumés en même temps, des coopérations qui existait déjà depuis plusieurs années entre, alors côté Canoë Arkema, c'est un partenariat de plus d'une... C'est historique. C'est historique, c'est plus d'une dizaine d'années dans le domaine des composites thermoplastiques acryliques. La connaissance également des centres technologiques Nobatec, Technalia, Canoë, voilà, on se connaissait, on avait déjà des échanges ou des initiatives de projets de montage de projets européens en particulier qu'on avait monté auparavant, et ensuite des connaissances, on va dire 2 à 2. Somocap avait déjà des liens, des relations avec Arkema ou avec Canoë ou avec Nobatec, Technalia avec Fiber Profile, puisque c'est aussi un projet international. Fiber Profile est une PME du Pays Basque espagnol, et donc voilà, de fil en aiguille, on a monté ce consortium, mais naturellement, puisque sans se forcer, les choses se sont faites de façon très naturelle, avec aussi le concours de la région, puisque le service de la région nous a aidé à co-construire aussi l'ingénierie financière et du projet. Voilà, donc sans se fatiguer, en fait, on a monté ce projet. Et rapidement, on a... Oui, ça prend combien de temps? Je me demandais de réunir un tel consortium. Alors, je ne parle pas après de se mettre d'accord sur tous les termes, on y viendra après sur cette question-là, mais ouais, déjà d'identifier les partenaires et prendre contact et de dire, allez, on y va, on se tape dans la main. C'est plus ou moins selon les consortiums. Dans notre cas, dans votre cas, dans le cas de Bagagne, ça s'est fait naturellement, et le temps de l'instruction, ça a été monté en 6 mois, on a démarré, puisqu'on a dû démarrer le montage en début 2021 ou fin 2020, et on a démarré au mois de mai, c'est ça? Ouais. En 4 mois, l'affaire était dans le sac, en fait. D'accord. Voilà. C'est pareil pour Argus, à peu près 6 mois. Alors on n'était pas au début tous autour de la table, et puis très vite on s'est retrouvés tous ensemble et on a construit le projet. D'accord. C'est peut-être au fur et à mesure aussi du montage et que l'idée se maturait, peut-être vous avez identifié des compétences supplémentaires à mettre dans le projet? Absolument, c'est comme ça que ça s'est passé, mais en 6 mois, le projet était monté. D'accord, merci. Et donc on l'entend, bon, il y a eu un accompagnement de la région. Est-ce qu'il y a eu sur le montage peut-être d'autres... vous avez été accompagné ou vous avez... finalement, vous êtes très autonome dans vos équipes, vous avez des gens qui sont rompus, je parle plutôt... peut-être des centres techniques, je ne sais pas, après chez Somocap et
Skybirdview, comment ça se passe, mais voilà, est-ce qu'il y a eu un accompagnement particulier au montage du projet? Alors, je vais attaquer avec Skybirdview, donc Oui. les drones pour le projet Argus. Nous, ce qu'on a trouvé intéressant dans notre domaine de captation de données par drone, c'est justement cet échange très varié et très riche avec les laboratoires CATI et l'Abri, parce que nous, on est habitués à de la surveillance de réseau, notamment pour Enedis, on est un des formateurs sur le plan national, donc on est habitué à faire de la captation, de la surveillance aérienne. Là, même dans le domaine de la viticulture, c'est quelque chose qu'on connaît. Et là, du coup, on a été confronté à de la végétation haute, alors, qui avoisine entre les 10 et les 15 mètres, et avec une densification, on va dire, de la canopée différente entre la châtaigne, la noisette, et on va dire, nous on a commencé avec Christophe, là, avec FCBA, on s'était focalisé à 80% sur le pin maritime. En plus, en Gironde, c'est plat, donc le nivellement du terrain est facile, hein, et quand on commence à automatiser des vols drones pour aller faire de la captation, alors on pourra en parler pendant une journée, hein, je vais essayer de faire vite, mais quand on met une caméra nadir donc à la verticale de chaque arbre, il faut qu'on soit référencé par une hauteur sol. Donc, je veux dire, ici en Gironde, c'est facile, mais il a fallu qu'on réfléchisse à le jour où on sera projeté sur des parcelles qui seront forcément sur du nivellement de terrain plus important, hein, voilà, vallonné. Donc, il va falloir qu'on a pris en compte cette numérisation, on va dire, du sol, et puis toute la partie automatisation. Et je reviens sur le tableau blanc, en fait. Hein. Nous, on s'est déplacé, nous, Skybirdview, avec FCBA, chez l'Abri, chez CATI, donc au sein de l'université à Talence. Le tableau blanc, les crayons Velleda, et puis c'est comme ça qu'on a avancé et qu'on a on a pu en fait avoir un plan des charges en verbal rapidement pour dire bah là il faut s'y prendre comme ça en type de photo. Moi je veux ça en spectre invisible. On a fait des tests, on a progressé comme ça assez rapidement et là on est sur une solution on va dire qui est de plus en plus ajustée pour attaquer l'année prochaine avec un peu plus de sérénité sur la captation. Voilà. Oui. Peut-être aussi partager sur notre expérience au niveau de Bagan, parce que oui, je pense qu'on peut parler au nom de tous en mettant en valeur l'accompagnement qu'on a eu de la part de la région, hein, pour revenir à la question que vous posiez. Moi, j'identifierais au moins deux niveaux clairs. Le premier, c'est que dans toute la phase de préparation qu'expliquait Christophe, on avait un rendez-vous régulier, hein, une fois par mois, avec les services de la région qui nous accompagnaient, qui mettaient finalement le doigt sur les faiblesses du projet que l'on montait, qui nous aidaient à le focaliser de façon recherchée à la fois au niveau des impacts et au niveau des collaborations au sein du consortium. Donc ça a été d'une grande aide pour accélérer le montage du projet et aboutir sur un projet complet qui couvre l'ensemble des aspects à couvrir sur un projet collaboratif de ce type, toujours avec une orientation très prononcée vers les entreprises et l'exploitation postérieure. Ça, c'est le premier point, moi, qui m'a semblé clé, hein, dans l'accompagnement qu'on a reçu. Et puis le deuxième, et c'est peut-être aussi un message à l'adresse des entreprises, c'est que de travailler de cette façon-là, ça permet de maximiser les chances de succès et de soutien du projet de la part de la région. Alors, ça ne veut pas dire que tous les projets qui sont présentés sur l'appel à projet vont être soutenus, non. Mais il n'empêche que par rapport à un appel à projet classique où on a des bases, chacun répond, puis il y a une évaluation postérieure, le fait d'avoir cet accompagnement progressif, ça permet quand même de maximiser les chances de succès, puisque finalement, on oriente et on conçoit le projet en fonction de ce qui est attendu, notamment, encore une fois, au niveau des retombées régionales. Et ça, je pense qu'il n'y a rien de plus frustrant que de passer 4 mois à travailler sur une proposition de projet, notamment pour les entreprises, hein, investir des ressources, du temps, des efforts, pour finalement avoir un projet qui est refusé. Et je crois que cette façon de travailler est une bonne alternative et ça nous a permis finalement d'augmenter les chances de succès sur le projet. Et du coup, vous me faites une super transition parce que j'allais vous poser aussi cette question-là, mais un peu plus tard, mais je vais la poser maintenant. Donc je comprends que ces deux projets ont reçu des financements et ont répondu à un appel à projet. Enfin, est-ce qu'il y a eu d'autres modes de financement des projets et peut-être parler de... Là, je demanderais peut-être à Hélène ou à Véronique de prendre la parole pour expliquer aussi
on entend le mot appel à projet, mais peut-être expliquer aussi quel est cet appel à projet. Mais peut-être déjà sur le financement, donc le projet Bagan, je crois, c'est à peu près 900 000 euros de budget, un financement de quoi, à peu près la moitié, c'est ça? 450 peut-être? Je vous donne. Oui, je l'évoquais tout à l'heure. Donc un financement de 450 de la part de la région, qui a été à l'écoute tout de suite en fait vis-à-vis de notre projet et qui a su nous orienter vers l'appel qu'il était en train de mettre en place. En fait, on a été un peu les premiers cobayes de cet appel intercentre. Je pense qu'on a dû finalement travailler ensemble, nous, pour vous nous avez aidé à améliorer le projet, peut-être vous améliorer l'appel à projet. Le dispositif, le ouais. dispositif. Ouais. Donc voilà, à peu près sur les chiffres, en sachant que, on l'a dit, c'est un projet transfrontalier avec une entreprise basque-espagnole. Donc bien évidemment, cette entreprise, elle n'est pas financée. Par la région. Ce qui est la même chose pour Arkema. Et donc ensuite, c'est Somocap et les 3 centres technologiques et qui bénéficient de l'accompagnement de la région et qui aussi mettent de l'autofinancement, puisque derrière, voilà, la volonté de tout le monde, c'est qu'on valorise ça sur le marché et qu'on s'y retrouve. Oui, sur le projet Argus, c'est à peu près les mêmes dimensions en termes de montant, d'accompagnement, etc. Je reviens sur la question qui est à l'écran, là, sur la logique avec les centres de transfert. Donc là, effectivement, on met en avant 2 projets qui sont des projets dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle Inter-Centre de transfert. Mais même si la région en parlera mieux que moi tout à l'heure, il y a un certain nombre de dispositifs et je pense que l'ensemble des centres de transfert sont assez familiers et donc peuvent être de bons conseils aussi auprès des entreprises pour accompagner vers les dispositifs les plus adaptés, du projet le plus modéré au plus ambitieux. Voilà, il y a tout un tas de dispositifs. Alors effectivement, quand on méconnaît un peu, ça peut être complexe. Il y a des logiques de partenariat, de sous-traitance et j'en passe. Voilà, mais c'est des choses qui se passent assez bien. Et comme l'a dit Guillaume, la partie intéressante, c'est cette dynamique un peu progressive, une logique d'accompagnement, d'instruction, où en fait on va chercher à faire aboutir un projet de R&D, quitte à aller chercher des financements. Et voilà, il y a un côté un peu moins clivant qui peut être la réponse à un AEP, par exemple des projets européens, etc., où on dépose, on gagne ou on perd, voilà, l'effort est perdu. Là, on est plus dans une logique de continuité, retravailler le consortium, travailler la logique, adapter le budget. Donc voilà, je pense que la région est évidemment l'interlocuteur de choix pour orienter, mais les différents centres de transfert ont une bonne expérience aussi des différents dispositifs qui existent. Et voilà, il n'y a pas que celui-ci. Peut-être, Hélène, si tu peux... Alors, j'aimerais que tu viennes sur scène parce qu'il faut penser aux personnes qui nous regardent via Internet. Et sinon, ils ne te voient pas si tu restes dans la salle. Je la mettrai en compte. D'accord. Donc, au niveau... la question, c'est l'appel à projet, c'est ça? C'est quel est cet appel à projet? On a pour accompagner les projets collaboratifs de R&D entre les acteurs académiques, les centres de transfert et les entreprises, on a accès à plusieurs dispositifs au niveau de la région. Le premier concerne les aides aux entreprises qui collaborent avec des centres de compétences. Et là, c'est un dispositif classique qui est mobilisé régulièrement par la région pour accompagner les entreprises qui font de l'innovation en collaborant avec des laboratoires de recherche ou des centres de transfert. C'est vraiment le dispositif classique au fil de l'eau. Vous avez un projet d'innovation, de recherche, vous cherchez un partenaire, vous avez déjà un partenaire, vous venez voir la région, on peut accompagner avec ce dispositif. Deuxième volet, la région a souhaité que les centres de transfert qui nous ont fait part de leur manque de connaissance des activités les uns des autres. 38 structures, c'est pas rien, et ils n'arrivent pas à tous se connaître et à savoir comment aussi se mobiliser ensemble pour répondre à des problématiques d'entreprise. Donc à partir de cette remarque, on a lancé un dispositif spécifique qui est l'appel à projet collaboration entre centres de transfert. Donc c'est un dispositif que l'on a créé il y a 1 an, qui fonctionne par session.
Cette année 2022-2023, on est à la 3e session de cet appel à projet qui rassemble des centres de transfert, une ou plusieurs entreprises avec des laboratoires académiques en sous-traitance. Donc cet appel à projet a été thématisé sur la 3e session puisqu'on va prioriser les projets qui vont adresser les grandes transitions qu'on vous a montrées tout à l'heure, qui sont les transitions numériques, agroécologiques, énergétiques, l'économie circulaire, les produits critiques tels que les dispositifs médicaux, et on est en plein dedans. Et donc ce sont des projets qui sont portés indépendamment par chacun des partenaires. Donc on va avoir 2, 3, 4, 5 bénéficiaires sur chacun des projets, avec des financements associés qui sont avec des taux d'aide prédéfinis en fonction de la maturité des projets et de la taille des porteurs de projets. Merci à toutes les deux pour ces précisions. Donc on a vu la genèse des projets, on a vu comment les partenariats se sont formés, les consortiums se sont formés. On a vu voilà, comment vous avez été accompagnés. On voit qu'il existe des modes de financement. Peut-être un sujet, parce que peut-être qu'il y a des entreprises là dans la salle ou d'autres qui nous écoutent et qui ont déjà fait appel à des centres de transfert, je dirais de façon ponctuelle sur de la prestation. Là, on voit qu'on est dans autre chose, on est dans un partenariat. Et du coup, je voulais vous demander, dans ce cas un peu particulier, comment vous avez géré la confidentialité? Parce que ça peut être un sujet important. Il y a différents centres, il y a parfois différentes entreprises. Et puis, comment vous avez géré tout ce qui est propriété intellectuelle, partage des futurs résultats? Je peux commencer sur le projet Argus. Dans la co-construction qu'on a eue avec la région sur le montage de ce projet, une condition était aussi d'établir un accord de consortium. Et ça a été une très bonne chose de définir en amont du projet un cadre qui permet à chaque partenaire d'expliquer dans un document son apport, sa propriété un petit peu intellectuelle en amont du projet, et de clarifier aussi les modalités de valorisation des services en fin de projet. Et donc, cet accord de consortium, on l'a construit. Alors, ça demande un peu de temps à établir ce type de document, mais il n'est pas finalisé, mais il a en tout cas permis de définir un cadre où chaque partenaire se retrouve dedans, et où on établit déjà un certain nombre de concepts, on va dire, qui vont évoluer au fur et à mesure du projet pour établir ensuite une modélisation économique, un business model, on va dire, des services qui seront développés. Vous êtes mis d'accord sur les grands principes, voilà, en fait. C'est les grands principes dans cet accord de consortium. Ce que chacun amène et ce que chacun pourra retirer à l'issue du projet, c'est ça? Et les services commencer à définir aussi comment est-ce qu'on pourrait s'organiser pour valoriser ces services au niveau des entreprises et des filières. Oui, on est un petit peu dans la même situation au niveau du consortium de Bagan. Pareil, on a travaillé sur un accord de consortium dès le début du projet. Vous demandiez au niveau de la confidentialité, on a des règles de confidentialité qui sont assez strictes, donc les travaux qui sont menés dans l'ensemble du projet sont confidentiels, et quand on décide de communiquer sur tout ou partie des activités que l'on mène, il y a une validation par l'ensemble des partenaires du texte à communiquer avant que celui-ci soit rendu public. Donc ça, c'est un point important. Et effectivement, sur l'aspect propriété intellectuelle, on a des règles, on va dire, de pays assez classiques pour commencer. Chacun est propriétaire de ce qu'il développe et de son background. Et ensuite, on va dire, des règles de bonne conduite qui seront à affiner en fonction des développements à exploiter que l'on obtiendra au cours du projet. Quelques exemples sur des règles de bonne conduite. Par exemple, chacun des partenaires s'engage à mettre à disposition gratuitement pour les activités, pour pouvoir mener les activités dans le cadre du projet, son background, évidemment, parce que sinon on ne peut pas paralyser, on va dire, le développement du projet.
On s'engage aussi à justement ne pas faire blocage. Par exemple, une fois qu'on obtient un résultat qui est exploitable, on s'engage à négocier les conditions précises d'exploitation de ce résultat-là, mais sans faire blocage par rapport à la possibilité d'exploitation. Donc voilà 4-5 règles de bonne conduite que l'on a définies. Et ensuite, l'exploitation en elle-même sera à discuter et à négocier pour chacun des résultats qu'on obtiendra et en fonction du champ d'exploitation. Donc ça, c'est vrai que c'est un domaine qu'on a encore laissé ouvert, qui pourra donner lieu à des discussions intéressantes, mais on ne peut pas les faire en avance de phase. Hein. Finalement, il faut savoir quel est le résultat exploitable que l'on va obtenir, sous quelles conditions, pour quel marché, pour quel impact. Très bien. Peut-être une question aux représentants d'entreprises qui sont sur la scène. Les avantages, selon vous, à collaborer avec les centres de transfert? Les avantages, c'est de pouvoir bénéficier de leurs équipements, qui sont quand même des équipements de laboratoire que nous, on ne peut pas forcément se financer, et de bénéficier aussi de leur ingénierie qui est assez complète, où nous, on a quelques lacunes des fois sur ce type de projet. Donc on a pu, voilà, avec Tecnalia notamment, bénéficier de leurs équipements de cintrage ou de texturation pour nos bars. Et ensuite, ils transfèrent les savoirs avec nous et on bosse en collaboration là-dessus. Et pour vous? Moi, je risque de me répéter, mais l'avantage, c'est surtout c'est la proximité et de pouvoir discuter, de pouvoir crayonner les plans d'action pour faire de la captation drone. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi, notamment dans la partie nuage de points. Nuage de points, c'est quelque chose qui est à la mode depuis à peu près 2-3 ans. Ça se renforce notamment avec la capacité de pouvoir emporter des très faibles charges. On a parlé tout à l'heure du LIDAR, ce fameux système qui va envoyer, qui va émettre un laser actif et pour que ça remonte, etc., pour détecter une imagerie plus précise. Eh bien, c'est intéressant de voir du côté, par exemple, d'un laboratoire comme Cathy, comment nos nuages de points en brut sont complètement élaborés et retraduits. Ce qui nous permet, nous, de dire, finalement, on va travailler sur un autre type de spectre qui soit plus pertinent pour les travaux. C'est là le côté très intéressant de nos nombreux échanges. Voilà. Vous avez dit que vous aviez déjà collaboré avec le Labri. Est-ce que vous aviez déjà collaboré avec des centres de transfert auparavant? Non, absolument pas. Non, surtout ici, là, au niveau Occitanie, Labri et Cathy, je les connaissais sur un papier. Et c'est quand j'ai été les voir directement chez eux qu'on voit vraiment la partie travaux et surtout la partie orientation. Très bien. Et vous, je crois, Somocap, la société avait déjà collaboré avec... Oui, un petit peu avec Canoë. Avec Canoë. Quelques discussions avec Canoë, et puis avec d'autres centres de compétences qui sont dans la région Aquitaine. Ouais. Et du coup, quels conseils vous pourriez donner à des entreprises qui voudraient envisager de collaborer, qui ont peut-être une idée de projet? Est-ce qu'il y a des conseils, une bonne pratique sur le démarrage du projet ou... Alors, nous, ce qu'on a fait, et tout à l'heure Christophe l'a dit, avant que ça soit signé sur un consortium sur le projet Argus, on avait la chance justement de pouvoir déjà se côtoyer et de tester sur le terrain, donc sur des parcelles, déjà avec nos vecteurs, donc nos petits drones un peu moyens aussi, pour regarder un petit peu les contours justement de l'objectif final. Voilà, donc si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être déjà commencer à aller se contacter, puis voir véritablement sur le terrain. Enfin, nous non pas le terrain, mais c'est voir la faisabilité pour avoir une limite droite et une limite gauche et savoir si effectivement dans un avenir proche ou lointain, c'est quelque chose qu'on pourra, ça sera un projet qu'on pourra concrétiser parce que on a déjà les idées pour dire tiens oui effectivement on aura le matériel, on aura les moyens, on aura peut-être la ressource aussi technique et les algos qui iront bien avec les laboratoires avec lesquels on serait susceptible de collaborer. Et ce qui est vrai maintenant aujourd'hui. Voilà, on a eu un aperçu en avance de phase, donc je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est peut-être déjà commencer à mettre les doigts dans un engrenage, tester un petit peu sur le terrain le produit avant de se projeter, concrètement. Très bien, merci. Et peut-être la question pour les centres de transfert. Est-ce que vous étiez habitué à être dans des consortiums, peut-être avec autant d'homologues
et peut-être aussi les avantages et puis peut-être les difficultés aussi à évoluer dans ce type de projet partenarial. En fait, c'est très riche parce qu'on apprend aussi de l'expérience des autres centres de transfert. On est à des degrés de maturité qui sont des fois différentes en fonction des tâches du projet. Et donc, c'est assez enrichissant, en fait. Et on se rend compte qu'on n'est pas seul à avoir ces problématiques. Et à plusieurs, on est plus efficace, on va plus loin. Oui, je partage le même sentiment avec aussi un degré de, on va dire, de confiance qu'on peut avoir avec des centres technologiques de proximité, qu'il est plus difficile à acquérir quand on monte des projets européens avec des centres technologiques qui sont plus lointains, parce qu'on sait que c'est du one shot. Là, on sait qu'on est dans une dynamique de construction avec les mêmes objectifs finaux qui sont ceux que vous avez tout à l'heure cités, les priorités régionales. Et ça change beaucoup de choses dans la perception qu'on peut avoir du partenariat entre centres technologiques. Comme je l'ai dit tout à l'heure, faut pas non plus se mentir. On peut se voir un peu comme des concurrents, mais en fait, on se voit pas comme des concurrents. Et la différence, elle est là. Alors que plus les partenaires sont éloignés, évidemment, il y a toujours cette difficulté de se faire confiance. Faut apprendre. Oui, parce qu'on se connaît mal. Alors que là, du coup, c'est cette notion de réseau qui était évoquée tout à l'heure, et que la région est en train de travailler et de développer de plus en plus. Pour que vous rencontriez et que vous vous connaissiez beaucoup mieux. Oui. Je voulais juste ajouter justement par rapport au projet européen, on est très contradictoire parce qu'on va travailler sur des projets européens avec des centres techno qui sont en Allemagne, qui sont en Grèce, etc. Alors que les compétences, on les a souvent à 20 km. Maintenant, voilà, c'est le programme en soi qui nous oblige à avoir cet amas de compétences qui viennent des fois d'ailleurs. Donc l'avantage de l'appel, c'est qu'il cible, il vous dit bossez entre vous. Voilà. Ça nous stimule parce que chacun a ses façons de faire, on apprend les uns des autres. Donc nous, c'est une très bonne expérience parce qu'elle nous a permis de vraiment démarrer une collaboration avec Anoé. On l'a dit, on avait essayé de faire des choses, mais on n'avait pas forcément réussi jusqu'à maintenant. Technalia, on connaissait un peu mieux la boutique, mais voilà, c'est vraiment... sentiment qu'on a tout sous la main mais qu'on n'utilise pas. Et c'est pareil pour les entreprises. Je ne suis pas porte-parole des entreprises, mais c'est toujours difficile quand on a un projet de trouver la bonne personne à qui s'adresser. Donc en tout cas aujourd'hui, vous savez qu'il y a des centres techno. Quel que soit le centre techno, il saura vous dire si ce n'est pas lui. Il y en a peut-être un qui peut répondre à votre besoin. Donc surtout n'hésitez pas, je dirais. Un projet, s'il est bon, il se fait financer. Enfin, moi on m'a dit ça depuis que j'ai démarré ma carrière, donc il suffit que le projet soit bon. Et ça se vérifie, c'est une règle. Ouais. Donc vous l'aurez compris, finalement, les centres de transfert, c'est des structures accessibles. Voilà, l'invitation est lancée. Ce sont des structures de proximité qui sont réparties sur tout le territoire de la région. Elles sont réactives, on l'a vu. Des durées de montage de projets qui sont rapides. Je crois qu'elles comprennent, ces structures, elles comprennent bien les besoins du terrain. Finalement, elles sont proches aussi du marché. C'est pas des structures qui font de la recherche fondamentale. Voilà, vous faites de la recherche proche du marché. Et puis alors, ce réseau, c'est vraiment une chance qu'on a en région Nouvelle-Aquitaine parce que, on l'a vu, une très très forte capacité à mobiliser des compétences complémentaires. Un décloisonnement qui est très fort et les projets là, qui sont engagés nous montrent que ça marche. Donc voilà, merci beaucoup pour votre attention et merci à tous nos intervenants de leur participation à ce premier atelier. Merci beaucoup.